Onaloa, territoire de Katakokambe dans le Sankoro, province du Kasaï. Dans la modeste demeure de François Tolinga et Julien Amatou, de l'ethnie Tétela, un cri nouveau se fit entendre. Le couple, ému et rempli de joie, accueillit leur deuxième fils avec des larmes de bonheur. Ils décidèrent de le nommer Isaïe Tasombo Taosa, ou Elias Okita Sombo. Son oncle, présent pour l'occasion, lui donna également le nom de Lumumba, un nom qui résonnerait bientôt à travers l'histoire. Au même moment, François, le père, prit un bout de papier et y inscrivit soigneusement 2 juillet 1925, date de naissance de Patrice Lumumba. Le petit Lumumba, initialement un enfant timide, se métamorphosa rapidement en un garçon espiègle et audacieux, façonné par l'atmosphère et l'environnement qui l'entourait. Travailleur, respectueux et toujours prêt à rendre service, il apprit à chasser aux côtés de son père et à pratiquer la pêche, des activités qui lui permettaient de gagner un peu d'argent de poche. Au village, il se délectait des fables et contes africains appelés Massapo. Il adorait également participer à divers jeux avec les autres enfants, comme le cache-cache et le touche-touche. À l'âge de 8 ans, Lumumba partit à l'école chez les protestants méthodistes à Wimbonyama. Là, il apprit à lire et à écrire la langue française. Il y passa 4 années scolaires avant de se faire baptiser en mars 1937 à l'âge de 12 ans. Cependant, peu après, il fut exclu, accusé d'avoir enfreint les lois de la communauté. Pendant son passage chez les méthodistes, l'élève Lumumba impressionnait ses enseignants en leur faisant lire des mots français qu'il écrivait sur le sol ou sur les bouts de papier afin de connaître leur prononciation exacte. Accepté ensuite à la mission catholique de Tsumbe-Sainte-Marie en 4e année primaire, il fut de nouveau exclu de l'établissement la même année. Il retourna alors chez les méthodistes, à l'école d'aide infirmiers de Tunda, dans le territoire de Kibombo. Malheureusement, il fut une fois de plus exclu, cette fois à cause des manœuvres du pasteur de Wimbonyama. De retour dans son village, sans avoir obtenu son certificat d'études primaires, il décide de partir pour Maniema. En 1943, accompagné de 2 amis, il entreprend ce voyage ardu. À pied, il parcourt les 190 km séparant Onaloa de Kindu en 8 jours. Arrivés à Kindu, ils y passent une semaine avant de se rendre à Kalima, où ils espèrent trouver du travail dans les mines de la région. À Kalima, il est embauché comme employé à la Cimeta. Après 4 mois passés sur place, Lumumba quitte Kalima pour Ubundu. De là, il monte à bord d'un train qui le conduit à Stanleyville, actuel Kisangani, en 1944. À Stanleyville, il est accueilli chez Paul Kimbulu, l'un des rares infirmiers diplômés de l'ethnie Tétela à cette époque. Le 20 novembre de cette même année, Patrice Lumumba signe un contrat et devient clerc au service territorial de Stanleyville. Le 21 octobre 1945, à Stanleyville, Patrice Lumumba épouse Henriette Malitoa. Leur union, cependant, ne donnera pas d'enfants et prendra fin par un divorce en 1947. Cette même année, le 25 juin, il se marie avec Hortense Ombosia. Mais c'est en 1951 qu'il trouve une compagne, Pauline Opango, avec laquelle il bâtira une famille durable. Ensemble, ils auront 4 enfants. Guy Patrice Lumumba, né en 1952, Julienne, née en 1955, Roland et Marie-Christine. En outre, Lumumba est également le père de François Lumumba, né en 1951 de sa relation avec Pauline Ki. Installé chez Paul Kimbulu, Lumumba consacre une grande partie de son temps libre à l'auto-apprentissage. Animé par une soif inextinguible de savoir, il se force d'améliorer son niveau d'instruction, conscient que l'éducation sera un levier essentiel pour réaliser ses ambitions. En janvier 1946, il décroche un poste de commis à l'administration des postes. En parallèle de son travail, Lumumba s'inscrit à des cours du soir dispensés par des frères maristes. Grâce à son assiduité, il parvient à obtenir son premier certificat primaire, une étape déterminante qui lui ouvre les portes du cercle des évolués à Stanleyville. En 1954, il en devient le président, affirmant ainsi son rôle de leader parmi l'élite intellectuelle de la ville. Entre 1948 et 1956, Lumumba développe également ses talents de plume en tant que correspondant de presse. Durant cette période, il publie pas moins de 74 articles, dont 63 dans la Croix du Congo et 12 dans la Voix du Congolais. Dans l'un de ses articles les plus marquants, paru dans la Voix du Congo, il écrit « Un conducteur d'automobile qui ne connaît pas son métier va s'écraser contre un mur ou un arbre. Quelqu'un qui se déclare nageur, par pure vantardise, alors qu'il n'a jamais nagé, se noie dans le fleuve. Un agriculteur qui ne connaît pas sa terre et qui plante dans un terrain mauvais n'obtiendra que maigre récolte. Ainsi aussi pour vous autres, si vous voulez évoluer rapidement mais que vous ne vous connaissez pas, par fatuité, vous n'arriverez qu'à des résultats désastreux qui compromettront votre ascension rapide vers la civilisation. Votre peuple ne pourra se dire vraiment civilisé que le jour où il aura ses propres dirigeants, ses médecins,
ces ingénieurs, ces avocats, ces chefs qui doivent sortir de votre milieu. Voilà donc le but à atteindre, vers lequel il faut progresser sans arrêt, sans recul, sans découragement. En juillet 1947, Lumumba se rend à Léopoldville pour suivre une formation de 9 mois à l'école postale. Fin mars 1948, il achève brillamment ce programme en se classant 3e sur 34 élèves. Sa soif de savoir transparaît dans ses propos de l'époque. Vous m'avez demandé au sujet de mon avenir, de mes projets. J'ai trop de projets qui sont certainement concentrés et dirigés vers un seul idéal. Avoir une formation poussée, toujours poussée, car pour moi, la richesse n'a aucune valeur. Je préfère avoir une instruction suffisante que d'être un riche ignorant. Le 7 avril 1948, il accède au grade de commis de 3e classe au service des postes et télécommunications. Le 1er février 1951, Lumumba procède à un changement officiel d'identité au bureau de l'état civil et adopte le nom de Patrice Emery Lumumba. De retour à Stanleyville, Patrice Lumumba poursuit son ascension sociale et politique. En 1951, il est élu conseiller de l'Association des évolués, trésorier de l'Organisation des postiers indigènes de la province orientale et vice-président des anciens élèves des pères de Cheux. Le 11 octobre 1952, Lumumba est promu au grade de commis de 2e classe. À partir du 15 mars 1953, il devient officiellement correspondant attitré pour la Croix du Congo, fonction qu'il occupera jusqu'en 1954. Cette année-là, il est promu au grade de commis de 1re classe et reçoit une carte d'immatriculation dans le système social colonial. Cette carte, symbole de reconnaissance dans le cadre du régime de ségrégation, lui accorde des droits proches de ceux des citoyens belges. Le 5 août 1954, Lumumba rencontre à Stanleyville le ministre des colonies, Auguste Buisseret. Ce libéral engagé, connu pour son opposition à la discrimination raciale et pour son rôle dans le développement de l'enseignement public au Congo, ainsi que la création de l'université d'Elisabethville en 1955, marque profondément Lumumba. Impressionné, ce dernier adhère au parti libéral de Buisseret et devient vice-président de l'Union belgo-congolaise à Stanleyville lors de sa création en mars 1956. En 1955, Lumumba rencontre le roi Baudouin Ier lors de sa visite officielle au Congo. Rien ne fuitera de cet aparté. L'année suivante, en 1956, Lumumba fait partie de la délégation des notables congolais qui devra se rendre en Belgique pour un voyage d'études du 24 avril au 24 mai. À son retour de Bruxelles, le 6 juillet 1956, Patrice Lumumba est arrêté pour accusation de détournement de fonds à la poste, une accusation qui lui vaudra une condamnation à 1 an de prison ainsi qu'une amende. Durant cette période, Lumumba rédige une plaidoirie intitulée « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Dans cet ouvrage, il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge et appelle à une coopération étroite et harmonieuse entre les Congolais et les colonisateurs. Il y est écrit « Nous ne devons songer un seul instant, nous Congolais, à nous séparer de l'Europe, et précisément de la Belgique, qui sera toujours la source d'énergie du Congo. Quelles que soient nos capacités, les richesses naturelles accumulées par notre sol, nous aurons toujours besoin des autres, de ceux-là qui nous ont précédés dans la voie du progrès, comme le jeune a toujours besoin de la sagesse du plus vieux. Notre progrès ou notre réussite dépend de notre solidarité avec la Belgique auprès de qui le Congo continuera, même après son autonomie, à bénéficier de l'aide financière, économique et technique. Cette aide lui sera toujours indispensable. Nos dévanciers resteront encore longtemps nos conseillers techniques et moraux. Malgré ses positions conciliantes, Lumumba reste conscient de la force du sentiment nationaliste et de son rôle dans l'histoire des peuples. Certes, tout homme noir ou blanc a comme tel des tendances nationalistes dont le degré varie d'un individu à un autre. Ces tendances naturelles qui attachent l'individu à son sol, qui le poussent à l'héroïsme pour la défense de son pays, ne sont au fond que l'amour de sa patrie, la fierté nationale. Quel est le peuple au monde qui n'a pas de sentiment nationaliste ? Comment peut-on concevoir l'héroïsme de ces grands héros qui, dans tous les pays depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, sacrifièrent et sacrifient leurs biens, leur vie, pour la défense des intérêts de leur patrie respective s'ils n'avaient pas des tendances nationalistes, l'amour de leur pays? Ces écrits témoignent de la complexité de sa pensée, mêlant un attachement profond à sa patrie et une reconnaissance des apports de la Belgique. Ils traduisent également son désir de voir le Congo évoluer vers une autonomie progressive, bâtie sur un dialogue constructif plutôt que sur la confrontation. À sa sortie de prison, Patrice Lumumba quitte Stanleyville pour Léopoldville. Il y trouve un nouveau souffle en devenant directeur commercial de la brasserie de Léopoldville et du Bas-Congo, où il se charge de la vente de la bière Polar. Le 5 octobre 1958 marque un tournant décisif dans sa carrière politique. Il cofonde à Léopoldville le mouvement national congolais MNC qu'il préside. Patrice Lumumba, vous êtes leader du MNC, du mouvement national congolais. Quels sont les objectifs de ce mouvement ? Nous poursuivons 3 objectifs bien précis. Le premier objectif
c'est grouper tous les Congolais sans distinction des tribus, des races, des classes ou des religions en vue de réaliser l'unité nationale du pays. Deuxième objectif, c'est initier les Congolais à la vie politique. Et le troisième objectif, c'est réaliser l'indépendance du Congo et constituer un État démocratique moderne, assurant à tous les citoyens le bien-être, la paix sociale et la liberté. En décembre de la même année, Lumumba était invité à participer à la conférence panafricaine organisée à Accra, au Ghana, par le président ghanéen Kwame Nkrumah. Lors de cet événement, il côtoie des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance africaine, telles que Frantz Fanon, Félix Moumié et Nkrumah lui-même. Lumumba y prononce un discours vibrant, exprimant les idéaux et les objectifs du MNC. Nous remercions les organisateurs de la conférence du Rassemblement des peuples africains pour l'aimable invitation qu'ils ont bien voulu adresser à notre mouvement. Nous tenons à rendre hommage à son Excellence le Premier ministre Nkrumah et au peuple ghanéen pour l'accueil fraternel qui nous en réserve. Le mouvement national congolais que nous représentons à cette grande conférence est un mouvement politique constitué le 5 octobre 1958. Cette date marque pour le peuple congolais une étape décisive dans la voie de son émancipation. Notre mouvement a pour but fondamental la libération du peuple congolais du régime colonialiste et son ascension à l'indépendance. Dans notre action pour la conquête de l'indépendance du Congo, nous n'avons cessé de proclamer que nous n'étions contre personne, mais uniquement contre la domination, les injustices et les abus, et que nous voulions tout simplement nous libérer des entraves du colonialisme avec toutes ses conséquences. Ces injustices et l'idiot complexe de supériorité qu'affichent les colonialistes sont à la base du drame de l'Occident en Afrique. C'est pourquoi nous crions vivement avec tous les délégués à bas le colonialisme et l'impérialisme, à bas le racisme et le tribalisme. Vive la nation congolaise, vive l'Afrique indépendante. En janvier 1959, Lumumba et le MNC remportent des élections dans la province orientale, confirmant leur popularité croissante. Cependant, les tensions montent dans le pays. Le 4 janvier, une meute éclate à Léopoldville après l'interdiction d'un meeting de la BACO, Alliance des Bakongo. Cette manifestation tourne au drame, faisant des centaines de blessés et de nombreuses victimes. En septembre, alors que Lumumba s'apprête à participer au congrès national du MNC, il écrit son poignant poème « Pleure au noir, frère bien-aimé », dans lequel il exprime sa douleur face aux souffrances de son peuple. En octobre, une autre meute éclate à Stanleyville lors du congrès. La répression est brutale, les gendarmes ouvrent le feu sur la foule, provoquant de nombreuses pertes humaines. Le 1er novembre 1959, Lumumba est arrêté, condamné à 6 mois de prison. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, les puissances européennes se réunissent à Berlin pour se partager l'Afrique. Le Congo est attribué comme propriété privée au roi belge Léopold II. Grâce aux efforts du journaliste et explorateur britannique Henry Morton Stanley, célèbre pour avoir traversé le centre de l'Afrique en 999 jours. Léopold II prétend se donner pour mission de lutter contre l'esclavage et d'apporter la civilisation aux Africains, perçus alors comme inférieurs. En 1885, il fonde l'État indépendant du Congo et crée une armée, la force publique, composée d'officiers belges et étrangers, avec des Congolais comme soldats. Le roi exploite l'ivoire, le bois et surtout le caoutchouc, un produit devenu stratégique avec l'essor industriel. Pour faciliter l'acheminement des marchandises, il finance la construction d'une ligne ferroviaire de 366 km reliant Matadi à Léopoldville entre 1890 et 1898. Cependant, cette exploitation s'accompagne d'un pillage systématique des ressources culturelles et naturelles. Des milliers d'objets congolais sont exportés vers la Belgique. Lors de l'exposition universelle de 1897 à Bruxelles, Léopold II expose 267 Congolais, hommes, femmes et enfants, dans le parc de Tervuren, reconstituant 3 villages indigènes. Cette pratique se reproduira encore en 1958. En 1896, Léopold II instaure un domaine privé appelé « Domaine de la Couronne » qu'il exploite pour son propre compte. Les autres terres sont concédées à de grandes compagnies concessionnaires qui instaurent un système de travail forcé. Edmund Dean Morel, un superviseur britannique, remarque en 1896 que les navires transportant du caoutchouc et de l'ivoire depuis le Congo retournent sans marchandises, mais chargés d'armes et de soldats. Il conclut alors en absence d'échanges commerciaux et une exploitation forcée des Congolais. Il lance une campagne de dénonciation des atrocités commises au Congo, en collaboration avec les missionnaires. Ce système était marqué par des violences extrêmes, mutilations, enlèvement de femmes et mari. En 1904, Salah, un Congolais, apporte à une mission des mains et pieds coupés de sa femme et de sa fille, victimes de la force publique.
Les photos publiées dans la presse internationale révèlent l'horreur du régime de Léopold II. Face à la pression internationale, Léopold II cède le Congo à la Belgique en 1908. L'État indépendant du Congo devient alors le Congo belge. Sous administration belge, le Congo devient centre d'exploitation des minéraux. Les villes se développent, notamment Bakwanga, aujourd'hui Mbuji-Mayi, Kostermansville, Bukavu, Elisabethville, Lubumbashi, Léopoldville, Kinshasa, Luluabo, Kananga et Stanleyville, Kisangani. Officiellement, la Belgique prétend apporter la civilisation aux Congolais. En réalité, l'économie coloniale repose sur l'exploitation des ressources naturelles et sur le travail des Africains, encadré par un paternalisme strict. Les Congolais sont victimes de discrimination, interdiction de se réunir, de publier ou d'accéder aux lieux réservés aux Blancs. Cependant, à partir des années 1920, les soins de santé améliorent légèrement la vie des populations, réduisant la mortalité due à des maladies telles que le paludisme ou la maladie du sommeil. L'éducation, confiée aux missions catholiques et protestantes, reste limitée à l'enseignement primaire jusqu'en 1954, lorsque l'université Lovanium est fondée. En 1942, l'Union minière du Haut-Katanga fournit l'uranium utilisé dans le projet Manhattan, qui aboutit à la création des premières bombes nucléaires. Dans les années 1950, une classe moyenne appelée évoluée émerge. Ces Congolais, mieux éduqués, adoptent les modes de vie occidentaux et réclament des droits politiques. En 1956, le plan de 30 ans de Jeff Van Bilsen propose une émancipation progressive des colonies belges. Les évolués publient le manifeste de conscience africaine, exigeant une indépendance totale. La création de partis politiques s'intensifie en 1958, notamment avec l'Alliance des Bas-Congo, ABACO, qui réclame une émancipation immédiate. Le 4 janvier 1959, l'interdiction d'un meeting de l'ABACO déclenche les émeutes à Léopoldville. Pour calmer la situation, le roi Baudouin prononce un discours radio-télévisé. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. En janvier 1960, une conférence de table ronde s'ouvre à Bruxelles pour négocier l'indépendance. Patrice Lumumba, initialement emprisonné, est libéré sous la pression des délégués congolais. Dans un témoignage, Lumumba décrit les traitements qu'il a subis. On m'a arrêté brutalement et j'étais dans un petit cachot noir. J'ai été forcé de coucher sur des planches pendant une semaine. Ensuite, j'ai été transféré au camp militaire où j'ai passé un mois dans une minuscule douche sans aucune ouverture. Tout a été fait pour briser mon moral. Immédiatement après, on est venu me chercher. J'ai été menotté et enlevé sans même pouvoir marcher de la prison à la camionnette. On m'a jeté comme un morceau de bois, me dans le cou et me malmenant. Je suis arrivé à Elisabethville, sortant de l'avion comme un bandit où certains Européens s'amusaient à me photographier. Face à l'unité des représentants congolais, la Belgique accorde l'indépendance au Congo le 30 juin 1960. Toutefois, le pays hérite d'un système économique précaire et des dettes colossales. Résultat magnifique, obtenu par des négociations pacifiques et amicales, nous réjouissent profondément. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. En mai 1960, le mouvement national congolais MNC de Patrice Lumumba remporte les élections et Lumumba est investi Premier ministre du premier gouvernement indépendant du Congo. Lumumba, fervent défenseur de l'unité nationale, prône un État unitaire, rejetant l'idée d'un Congo fédéral. Il écarte Albert Kalonji, leader du MNCK, et Moïse Tshombe, leader de la CONACAT, mais laisse la présidence à Joseph Kasavubu, leader de l'ABACO. Grâce à la sagesse congolaise qu'ont manifesté tous les élus devant les dangers qui nous menaçaient, vous avez été les premiers à faire comprendre à tous les devoirs d'union et de solidarité. Où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale, c'est votre serviteur Lumumba. Lors de la proclamation de l'indépendance, le 30 juin 1960, au Palais de la Nation, Lumumba prononce son célèbre discours d'indépendance, un discours inopiné et résolument panafricain, où il dénonce les abus de la colonisation et les souffrances infligées au peuple congolais. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire
de ce 30 juillet 1960, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. 5 jours après l'indépendance, le 5 juillet 1960, l'armée congolaise, restée sous le commandement d'officiers belges, se mutine. La révolte est marquée par des scènes de pillage et un exode massif des Européens. Pour calmer la situation, Lumumba crée l'armée nationale congolaise, ANC, et nomme des officiers congolais, dont Joseph Mobutu comme chef d'état-major. Cependant, la Belgique intervient rapidement. Le 8 juillet, 10 000 soldats belges sont envoyés au Congo pour préserver les intérêts économiques du pays, sans concertation avec le gouvernement congolais. Le 11 juillet 1960, 11 jours après l'indépendance, Moïse Tshombe proclame la sécession de la riche province minière du Katanga, soutenue financièrement et militairement par la Belgique. Albert Kalondi suit son exemple le 8 août, en proclamant la sécession du Sud-Kasaï. L'armée belge occupe l'aéroport d'Elisabethville et dans la soirée du 12 juillet, Lumumba et Kasavubu, désireux de négocier avec Tshombe, se voient interdire l'atterrissage à Elisabethville et doivent faire demi-tour. Patrice Lumumba rompt alors les relations diplomatiques avec la Belgique, dénonçant l'agression de son pays. Il sollicite l'aide de l'ONU pour rétablir l'unité du pays. Le 16 juillet, l'ONU rejette l'idée d'une agression belge et envoie ses troupes pour se contenter d'une mission d'interposition. Le 25 juillet, Lumumba se rend aux États-Unis, où il prononce un discours à la tribune de l'ONU, demandant l'aide internationale pour reprendre les provinces sécessionnistes et pour la formation de l'ANC. Face au refus de l'ONU d'intervenir davantage, Lumumba se tourne vers l'Union soviétique pour obtenir un soutien militaire et économique. Cette alliance avec l'URSS ainsi que l'intervention de l'armée congolaise dans le Sud-Kasaï suscite l'inquiétude des puissances occidentales, notamment des États-Unis. Le président américain Dwight Eisenhower exprime sa vive préoccupation concernant les activités de Lumumba et charge Larry Devlin, chef de la CIA au Congo et ami de Mobutu, d'éliminer le premier ministre congolais. Le 5 septembre, sous l'ordonnance de l'ONU, la radio et les aéroports sont fermés, empêchant toute communication externe. Le même jour, le président Kasavubu destitue Lumumba de ses fonctions par rendre Radio-Brazzaville. Lumumba réagit immédiatement en destituant Kasavubu à son tour. Mais le 13 septembre, les deux chambres du Parlement congolais confient à Lumumba tous les pouvoirs exécutifs. Cependant, le 14 septembre, le colonel Mobutu, avec le soutien des États-Unis, mène un coup d'État. Il neutralise Lumumba et le place en résidence surveillée. Les troupes de l'ONU encerclent sa résidence, isolant davantage le Premier ministre. Le 27 novembre 1960, Lumumba s'évade de sa résidence et décide de rejoindre Stanleyville. Mais il est arrêté dans le district de Sankuru et ramené à Léopoldville avec ses deux collaborateurs, Maurice Polo et Joseph Okito. Dans un premier temps, il est prévu qu'il soit transféré au fort de Chankakassa, à Boma, mais le 17 janvier 1961, Lumumba et ses deux compagnons sont conduits par avion à Elisabethville, dans le Katanga, et livrés aux autorités locales. Le 17 janvier, sous escorte militaire, Lumumba, Polo et Okito sont ligotés, humiliés et torturés par les responsables katangais et belges, avant d'être fusillés dans la soirée à 22h45. Le 30 juin 1966, Joseph Mobutu, désormais président du Congo, proclame Patrice Lumumba héros national de la République démocratique du Congo. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que morts, vivants, libres ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo.
C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qui se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévices, ni tort ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Cette lettre de Patrice Lumumba à sa compagne est l'un de ses derniers écrits avant sa mort. Il reflète non seulement sa détermination inflexible pour l'indépendance de son pays, mais aussi sa profonde conviction que, malgré les luttes et les injustices qu'il a subies, le peuple congolais et plus largement le continent africain finira par se libérer du colonialisme.